Quand on échoue dans une filière, par exemple, c'est pas un échec, ça nous montre que peut-être c'est notre propre faute parce qu'on n'a pas du tout travaillé comme il le fallait. Ça, c'est souvent ce qui est mis en valeur. Ce qui est pas mis en valeur, c'est que c'est peut-être juste quelque chose qui nous convenait pas. Et maintenant, on sait que ça nous convient pas. On peut aller l'esprit serein, tenter autre chose. C'est tout à fait mon parcours académique. Par défaut, j'étais un peu destiné à faire tout le cursus pour après aller à l'université, machin, voilà. Je m'étais jamais remis en question. L'apprentissage académique classique, c'est des choses qui fonctionnent pas pour moi. Je me suis arrêté au niveau du lycée. J'ai appris que, ok, c'est pas dans cette direction que je dois aller, il faut que j'aille ailleurs. C'était un échec, mais j'en retire quand même des choses. Salut Mailleux. Salut Devo. Aujourd'hui, on va parler d'une petite liste de conseils pour les gens qui prennent de l'âge. Avant, pour bien vieillir, il faut profiter d'un bon thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Et ben justement, à propos de bien vieillir, je bois du thé vert, qui, il paraît, est rempli d'antioxydants et donc très bon pour la santé. Et aujourd'hui, c'est d'un Genmaisha Midori. Mhm. Je crois que je l'avais déjà bu dans un épisode précédent, donc c'est pas nouveau. Ça fait un moment que j'en avais pas bu, et c'est vrai que ça passe toujours bien le Genmaisha, je trouve. Mhm. C'est un thé vert japonais, mais qui est mélangé avec du riz soufflé. Et donc, il y a un peu ces notes de céréales et de type comme ça, avec le thé. Donc, c'est un sencha. Ça a l'air d'être les Genmaicha un petit peu plus luxueux, on va dire. Parce que d'habitude, c'est fabriqué avec du thé vert commun, donc ce qu'ils appellent le bancha. Celui-ci, il est à base de sencha. On a vraiment très belle note du thé lui-même, accompagné donc du riz grillé. Très très agréable à boire, très agréable froid aussi, ce type de thé en été. J'aime beaucoup parce que tu as le thé vert, mais qui va se marier avec le riz soufflé qui lui donnerait un peu des qualités de thé noir, en fait, dans le goût. Tu as un peu un entre-deux comme ça qui est vraiment chouette. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Aujourd'hui, je bois un cabousset qui vient de Nara. J'avais déjà bu plusieurs fois des caboussets dans des épisodes précédents, donc c'est ces thés verts qui sont cultivés à l'ombre. On est un peu à mi-chemin entre un sencha qui est un peu plus fin, disons, et puis un gyokuro commun. Et là, j'ai découvert un truc intéressant. L'infusion un peu plus classique, c'est 1 minute à 80 degrés. Là, on sort plutôt des trucs astringents. Mais aujourd'hui, je l'ai infusé 2 minutes à 60 degrés, ce qui fait ressortir énormément le goût umami, mais sans astringence. Et effectivement, il est super goûtu. C'est la première fois que je fais ça, mais je trouve ça très très chouette. Les thés d'ombre, c'est des thés que j'ai en effet tendance plutôt à infuser à basse température, 60 degrés, 70 degrés. C'est comme ça qu'on me les avait un peu présentés. Conseils destinés aux 13 ans de moi-même parce que j'ai 30 ans. C'est un peu le titre d'un billet de blog de Nikki Case, une développeuse qui fait plein de trucs très très chouettes. Des conseils de trucs utiles qu'elle a pu découvrir sur le chemin de ses 30 ans. Quand on cherche un peu, il y a beaucoup de ces listes de personnes qui... Je viens d'avoir 30 ans, voilà 30 conseils pour les gens plus jeunes en fait, un peu pour casser cette peur de vieillir. Ce genre de liste, je pense que ça a pas mal de succès pour les gens pour dire « Ah, comment est-ce que je peux bien vieillir ?» ou je sais pas. Des choses que j'ai apprises avec le temps. Si je pouvais les réappliquer en ayant 10, 15, 20 ans de moins, ça me ferait peut-être gagner du temps et des soucis ou autres. Je sais pas dans quelle mesure, en étant plus jeune, on lit ça. Puis après, dans quelle mesure le conseil il sonnerait peut-être creux parce que justement, il y a ce manque d'expérience. J'en sais rien. Mais au cas où, je trouve quand même assez chouette de tomber là-dessus. Et puis, il y a peut-être des conseils sur lesquels, même en étant plus âgé, on n'est jamais tombé. Et ça peut faire des révélations un peu... Ouais. Après, j'ai toujours un petit problème avec ces listes. Il y a des choses qui sont pas super. Moi, j'ai rien choisi que je l'ai critiqué aujourd'hui, mais ça pourrait arriver aussi. Globalement, j'ai trouvé que tout ce qu'il y avait dans cette liste était assez intéressant et assez sensé. Après, il y a des choses, je pense, que j'aurais tourné de manière différente, mais où le fond est commun, en fait. Commençons peut-être avec le premier point de cette liste, de ce qu'on a choisi. Oui. Là, c'est le point numéro 3. Commencez à économiser maintenant. Mettez tout ça dans un index fund. Donc ça, je sais pas trop la traduction en français. Fonds indexé, je crois que c'est tout simplement. Non, ça a peut-être un autre nom en français.
investir en gros dans quelque chose de simple, qui est globalement prouvé que sur ces centaines de dernières années, ça ne fait que monter en valeur et juste l'oublier, c'est un peu la meilleure solution. Alors après, il ne faut pas oublier que tout investissement a du risque. On ne donne pas de conseils en investissement d'ailleurs. On dit juste ce qu'on a fait trop tard potentiellement, dans mon cas en tout cas. Je m'y suis mis sérieusement il y a seulement 4 ou 5 ans je crois. Pour contexte, ça veut dire que je m'y suis mis quand j'avais 33 ans. J'ai toujours un problème avec le fait d'investir parce que c'est pas non plus un système auquel je crois. Ma vision maintenant, c'est que si malheureusement, durant ma durée de vie, on se sort pas du capitalisme, j'aurais fait un bon choix en investissant. Et si on s'en sort, ça n'aura rien changé que j'ai investi. Donc, autant le faire. Plus que ça a été surtout pour moi un moment où j'ai réalisé que l'argent que j'investissais pas, que j'avais en banque, était de toute façon investi par les banques. Autant que ce soit moi qui choisisse où ça va. Les intérêts que ça rapporte, autant qu'ils te reviennent à toi plutôt qu'à la banque. Et exactement, autant que ça me revienne plutôt à moi plutôt qu'à uniquement la banque. Voilà, c'est un conseil bassement mercantile, mais non, ça vaut le coup. Ce qui marche, déjà, c'est de dire que c'est pas de la spéculation, c'est vraiment juste de mettre ça dans un fonds qui est inintéressant, sur lequel on fait rien, on bouge rien, qui a pas forcément les meilleurs revenus, mais par contre qui a la meilleure sécurité. Simplement de se baser sur les maths et des intérêts composés, on met de côté peu, mais ça s'accumule et ça s'auto-alimente parce que justement, on n'y touche pas, on laisse ça de côté. En économisant 10 dollars par jour en ayant 18 ans, ce qui n'est pas forcément toujours évident d'économiser 300 dollars par mois, spécialement aussi jeune, mais ça reste une somme qui est pas si gigantesque finalement. 10 dollars, c'est peut-être 2 cafés de moins dans la journée. En faisant ça, à 63 ans, on pourrait être millionnaire juste avec la magie des maths en comptant l'inflation. Et ce qui est effectivement pas mal, en guillemets, en faisant rien. Finir millionnaire tout court, c'est assez incroyable. De toute façon, il faut toujours mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et si on n'est pas prêt à perdre cette somme-là, non, c'est pas une bonne idée d'investir non plus. Mais il faut être au clair aussi que mathématiquement, sur la centaine de dernières années que le marché a existé, c'est en notre faveur de le faire. L'élément suivant, c'est un point à propos des émotions. La manière dont elle le phrase, c'est « Les émotions sont ni des vérités ni des mensonges, elles sont juste des outils qu'on peut apprendre à utiliser. » Ça rejoint beaucoup de choses qu'on a discutées précédemment avec la méditation, le stoïcisme, etc. C'est vraiment que les émotions qu'on a, elles sont certes issues de quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'il y a un événement physique qui déclenche l'émotion, mais c'est pas pour autant que intellectuellement il faut suivre ces émotions et qu'elles sont vraies au sens il y a une vraie raison valide qui va nous aider entre guillemets de les avoir. Des exemples de peur dans des situations où en fait l'impact est pas énorme. Ce qui me vient en tête en premier, c'est la peur d'appeler quelqu'un au téléphone. Il y a aucun fondement à ça. 100% de mes appels téléphoniques se sont bien passés dans ma vie. Pourtant, j'ai toujours cette peur. Dans ce cas de figure, par exemple, c'est pas vraiment un outil, cette peur, c'est plus quelque chose qui est gênant. Mais quand on le sait, on apprend à dire « Ah, la peur est là, on la laisse se développer sur le côté, et puis voilà. » L'autre cas de figure, c'est le cas où l'émotion devient un guide. Si on reprend la peur, dans mon expérience, en tout cas, c'est assez régulier que j'ai peur quand je veux démarrer une tâche qui ait beaucoup de sens ou qui soit vraiment intéressante. De la même manière, la peur n'est pas techniquement valide, surtout si c'est quelque chose que je vais montrer à personne, mais elle est toujours là. Mais dans ce type de situation, c'est plus une indication que je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, qui sort un peu de ma zone de confort. Mais pour autant, il va rien m'arriver de grave derrière. Et donc là, on est dans un cas de figure où la peur devient plus un guide. Elle apparaît, ça veut dire que je suis sur le bon chemin parce que je fais quelque chose de nouveau qui va potentiellement m'apprendre des choses, me faire grandir. Pour résumer, en fait, c'est un peu, on a tendance à mettre une intellectualisation sur les émotions qui sont des choses qui sont généralement des sensations physiques. Et l'intellectualisation va purement dépendre du contexte et de notre vécu, sans pour autant qu'elle soit vraie. Il ne faut pas suivre cette intellectualisation, la plupart du temps en tout cas. Ce que j'aime bien, ce qu'elle dit où elle parle des émotions comme des capteurs un petit peu, qui permettent de détecter des choses très rapidement, parce que ça nous donne peut-être une intuition.
C'est pratique parce que c'est rapide, on peut commencer à s'orienter sans trop réfléchir, voilà. Le problème, c'est que parce que c'est rapide, c'est assez sensible au fait de faire des erreurs, en fait, que ce soit pas forcément très bien calibré. Et donc, ben, il faut en être conscient et de temps en temps, un petit peu se recalibrer son capteur à émotion, par exemple en se désensibilisant un petit peu, en s'exposant au challenge. Mm. Si on prend l'exemple de l'arachnophobie, ok, une araignée, ça pourrait être dangereux, par exemple, hein, parce que c'est un insecte, c'est une bête. La peur qui grimpe très vite, ça nous permet rapidement de prendre un choix de « Ah, il faudrait faire attention à ça ». Sauf que si ça prend des proportions démesurées, là, pour le coup, il y a ce petit côté d'erreur de « ça sert à rien ». Et en s'exposant gentiment à des araignées, je ne sais pas exactement comment ça marche pour se désensibiliser un petit peu, mais voilà, on arrive un peu à recalibrer le capteur. Et son deuxième point, c'est que les émotions, ça devrait plutôt être des accélérateurs et des freins. Peut-être qu'un petit peu de bon stress, dans le bon sens, ça nous permet de faire les choses de manière un petit peu plus efficace parce que ça nous pousse en avant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un accélérateur. Dans le sens inverse, si on est très bien, en sécurité, qu'on a une petite euphorie aussi, ça peut être peut-être un frein pour profiter du moment et savourer tout ça. Et ça, je trouve, c'est une approche intéressante sur l'émotion, un encouragement à aller plus vite ou aller plus lentement. Ensuite, il y en avait une que toi, tu avais choisie, donc la numéro 9. Traduction directe, ça serait gagnant-gagnant ou fiasco. Dire non à des relations narcissistes de gagnant-perdant ou bien à une relation martyr de perdant-gagnant. Narcissisme, ça veut dire qu'il faudrait que l'autre perde pour que moi je puisse gagner. Ou alors l'inverse, son côté martyr, c'est-à-dire qu'il faudrait que moi je perde pour que l'autre gagne. Dans les deux cas, bah, c'est asymétrique et c'est pas très sain comme relation. Là, on parle de relations de tout type, hein. Ça peut être des relations de travail, des relations amoureuses, des relations amicales. L'idéal, ce serait que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et si c'est pas gagnant-gagnant, faut pas rester là-dedans. Ça peut prendre du temps pour arriver à un niveau d'égalité où tout le monde gagne. Peut-être qu'il faut faire quelques tentatives pour faire comprendre à l'autre ou se faire comprendre à soi que non, c'est pas à moi ou c'est pas à l'autre de perdre. Il faut pas s'entêter si c'est pas possible de changer ça, il faut partir. Une fois, ok, ça peut pas être parfait tout le temps. Si ça continue à être que des déséquilibres comme ça, il faudrait pas continuer trop longtemps. J'ai l'impression que ce genre de conseil, des fois, c'est un peu donné comme il faut que toutes les relations soient gagnantes-gagnantes, sans forcément prendre en compte que c'est pas forcément possible, mais que donc il faut que ce soit gagnant-gagnant, soit que cette relation n'existe plus en fait. Et je pense qu'elle fait bien passer ce point-là. Peut-être quelque chose qu'elle dit pas et que j'aimerais préciser. C'est pas grave si ça arrive une fois. Chaque interaction n'a pas besoin d'être forcément gagnante-gagnante. Par contre, il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse sur une régularité puis un ensemble. Si c'est tout le temps dans la même direction, il y a un problème. Et si on peut pas dépasser ou corriger ce problème, bah, peut-être qu'il faut arrêter. Le point suivant est assez particulier. C'est Nikki qui se dit à elle-même que tu devrais essayer de te travestir, tu pourrais apprendre quelque chose à propos de toi-même. Là, ça s'adresse plus particulièrement aux personnes trans. De manière plus générale, sa petite précision sur faire une habitude d'essayer quelque chose de sûr, de faire une expérience à bas risque, ça permet peut-être d'apprendre quelque chose à propos de soi-même et de voir ce qui fonctionne pour nous. Et ça, je trouvais très, très, très intéressant. Je trouve qu'elle développe un peu ça après dans un point que j'ai choisi aussi. 24 avec des petits tests. Comme elle dit, c'est une personne sur 167, je crois que c'est ça qu'elle dit dans l'article, qui serait dans ce cas-là. Mais ouais, l'apprentissage général de tester des choses, surtout quand il n'y a pas de risque, quand c'est juste avec nous-mêmes. Je pense que ça peut naître d'une action. C'est moi qui imagine, hein, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, mais je pourrais peut-être essayer, dans son cas, une robe que j'ai empruntée à quelqu'un, que j'essaye chez moi, dans le confort de ma maison. Personne ne va me voir. Et au pire, ça prend 2 minutes. Si ça ne me va pas, tant pis, quoi. Il y a une courte action avec très peu d'enjeux. Mais dans son cas, ça lui a permis d'être plus en phase avec son identité réelle. D'essayer des petits trucs comme ça peut permettre de débloquer peut-être des choses qui sont fantastiques. Pas forcément qu'à propos de soi-même, justement, c'est cette généralisation-là. Je pourrais essayer de jouer de la flûte et je me rends compte que non, mais la musique, c'est ma passion et du coup, je deviens musicien. Si ça marchait pas, c'était pas un gros risque. Ouais. Par rapport à ces histoires de risques, tu as pris le point suivant. Ne pas avoir peur d'être nul.
Il y a la meilleure citation sur ce sujet, de mon point de vue, qui vient d'Adventure Time. Si Jake dit des choses, voilà, merci Jake. Donc la citation en question, c'est être nul à quelque chose est la première étape vers devenir à peu près bon à quelque chose. Là, j'ai fait un peu une traduction comme je pouvais, hein. Mais donc en anglais, c'est sucking at something is the first step towards being sort of good at something. Et j'aime beaucoup pour le côté plus vrai que certaines autres manières de dire cette chose, parce qu'il dit pas que être nul, c'est la première étape avant d'être bon. Il dit la vérité qui est que être nul, c'est la première étape avant de devenir peut-être bon. Cette petite nuance, elle est très discrète, mais important en fait, comme petite nuance, quoi. Ça rejoint un peu l'histoire de l'expérimentation dont on vient de parler, puisque quand on veut expérimenter quelque chose de nouveau, la peur la plus commune, c'est la peur d'échouer ou ce type de choses. Et je pense que c'est une peur qui aussi grandit plus on devient expert dans quelque chose. On a ce côté naturel qui apparaît de l'activité. On rencontre toujours des difficultés, mais c'est des difficultés qui sont dans un champ précis. Redémarrer quelque chose de zéro, on n'a plus aucun point de référence, donc ça fait plus peur. C'est pas un problème en soi d'être nul à quelque chose. C'est la première étape, et c'est la première étape que tout le monde a fait, c'est la première étape qu'on a fait aussi, juste qu'on l'a oublié, quoi. Si on a envie d'essayer des choses, faut pas que cette partie-là soit un frein. En voyant ça, j'avais une autre citation qui m'est venue en tête, qui est que le seul vrai échec, c'est de ne pas avoir essayé. C'est encore plus vrai. Surtout des choses qu'on a envie d'essayer. Si on n'essaye pas, c'est la seule manière dont on aura échoué. J'aime aussi beaucoup le point qui est mis en évidence. Un échec est seulement un échec si on n'en apprend rien. Des échecs, on peut effectivement les transformer en quelque chose de positif, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de découvrir des choses. Pour être dans un truc très capitaliste, par exemple, combien d'entrepreneurs à succès parlent de leurs expérimentations entreprises précédentes qui ont échoué, mais grâce à ça, ils ont appris des trucs qui leur a permis de faire leur grand succès du moment, là. C'est pas grave si on échoue. Enfin, en tout cas, c'est moins grave qu'il n'y paraît si on arrive à en retirer des choses de positif. Et il y a certainement tout le temps des choses de positif à retirer, ne serait-ce que pour pas reproduire des catastrophes, hein, par exemple. Un travers qui est général maintenant, qui est de mieux considérer la réussite par rapport à l'échec. J'ai l'impression que c'est un vrai problème dans le monde scientifique, particulièrement que de plus en plus on publie que les succès au lieu de publier toutes les tentatives qui ont échoué. Le gros intérêt aussi d'échouer et de potentiellement publier ou de dire là on a essayé ça, ça va pas marcher, c'est aussi d'éviter que plein d'autres gens perdent le temps à faire ça, ou que d'autres gens essayent et puis en fait, en modifiant légèrement la chose, réussissent. J'ai plutôt l'impression, oui, c'est quelque chose de sociétal, d'avoir mis la réussite sur un piédestal et de ne pas considérer tous les bénéfices de l'échec, en fait. Là, j'ai choisi un point que j'ai moi-même découvert récemment, c'est d'utiliser des flashcards pour profiter d'une répétition espacée. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais, toi ? C'est quelque chose qui a été étudié scientifiquement sur comment on apprend et comment on se souvient des choses. Et l'idée de la répétition espacée, c'est de dire, s'il y a la même information qui nous revient de manière espacée régulièrement, globalement, ça fait qu'on l'oublie moins vite. Et si on l'oublie moins vite, on s'en souvient. Et les flashcards elles-mêmes, ça vient de l'espace physique, j'ai envie de dire, où littéralement on prend un bout de papier de la taille d'une carte, on écrit d'un côté une question, de l'autre côté on écrit la réponse à la question, et quand on sort la question, on essaye d'y répondre. Si on n'y arrive pas, on regarde la réponse, et puis si on y arrive, on recule la question, et on passe à la question suivante, etc. Si on s'en souvient pas du tout, peut-être qu'il faut la faire revenir dans un quart d'heure ou le lendemain. Si on se souvient un tout petit peu, ce sera peut-être dans 3 jours. Si on s'en souvient plutôt mal, ce sera peut-être dans une semaine. Ça va revenir au moment où on risque le plus de l'oublier pour justement conserver ça en mémoire. Plus on réussit, plus on peut étendre la durée jusqu'au moment où cette carte elle revient. Et c'est super efficace. Je suis tellement triste d'avoir découvert et surtout essayé ça qu'il y a une année ou deux, alors que ça m'aurait rendu immensément service quand j'étudiais encore des trucs. C'est pas du tout quelque chose que j'ai découvert pendant mes études ou à l'école, malheureusement. Ça m'aurait beaucoup aidé aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, je crois. J'ai eu une phase où j'ai essayé un peu de m'en servir et puis ça n'a pas trop tenu, mais maintenant, là, depuis 1 ou 2 ans, c'est très régulier. J'ai mon
petit logiciel de flashcard et je review ce qu'il y a dedans. Mm. Ça va du vocabulaire anglais ou espagnol aux raccourcis clavier que j'essaye d'apprendre, à des trucs de langage de programmation, des trucs de yoga, des citations, des poèmes, j'ai de tout dedans. Pour donner une recommandation concrète en termes de logiciel, Anki, A-N-K-I, qu'on mettra dans les show notes, c'est vraiment super bien. Sinon, ça marche aussi très bien avec un crayon et du papier, hein. Le seul petit inconvénient du crayon et du papier, c'est qu'il faut soi-même gérer le moment où ça revient, alors qu'une application le fait pour nous. Point suivant, tu as choisi les clichés sont différents d'être faux et être un contradicteur, ça ne veut pas dire avoir raison. Si on considère que tout le monde fait quelque chose de faux, on va faire exactement l'inverse. Ben, c'est pas dit que ce soit le truc le plus juste. Pour reprendre l'exemple du blog, là, l'horloge est cassée à midi. On sait qu'elle est cassée, donc c'est faux. Donc c'est obligatoirement l'inverse. C'est pas midi, c'est minuit. Oui, non, en fait, ça peut être 4 heures de l'après-midi. C'est pas une preuve de juste dire le contraire. Et puis, il y a certains clichés qui ont beau être des clichés, mais c'est pas pour autant que il faut pas les rejeter par défaut en disant que c'est un cliché, mais peut-être se poser la question de pourquoi ça en est un et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de vérité dans tout ça. Les clichés sont pas devenus des clichés par magie. C'est souvent des exagérations. Souvent, il y a quand même au moins, ou en tout cas à une époque, quelque chose de vrai qui a mis en place le cliché. Certains sont plus vrais. Pour autant, faut pas les rejeter forcément par défaut. Il faut effectivement faire attention que ce soit pas un cliché qu'à la vie dure et la situation a changé depuis 200 ans, mais c'est pas systématique. Ce que je retiendrai, c'est plutôt de questionner tout ça, de garder un petit esprit critique. Il faut ignorer est-ce que c'est un avis populaire ou pas et plutôt se pencher sur la chose elle-même et réfléchir un peu par soi-même aussi, quoi. Le point suivant, c'est small scope, small tests, small wins, small bets. Mhm. Des petits objectifs, des petits tests, des petits gains, des petits paris. Pourquoi tu as choisi ça ? J'ai choisi ça entre autres parce que j'ai eu un thème sur ce sujet il y a quelques années. Très souvent, quand on débute, on veut faire quelque chose de grand, ou en tout cas c'est mon expérience. Ah, mais si je me mets à ça, il faut absolument que je crée un chef-d'œuvre. Déjà, non, ça ne le sera pas, parce que c'est quand même très rare que la première création de quelqu'un soit un chef-d'œuvre. Il y a des cas, évidemment, de personnes qui ont publié quelque chose pour la première fois et pour lesquels c'était un chef-d'œuvre, mais c'est rare que ce soit leur première création. C'est leur première création publique, mais c'est pas forcément leur première création. On se fait un peu aveugler quand on a des données comme ça, où on aurait peut-être un nuage de points où tout est regroupé, sauf il y a un point qui est vraiment tout à l'écart. Regardez, il y a ce point tout à l'écart, donc c'est possible, voilà. Ça occulte le fait que non, mais c'est peut-être un seul point sur des millions, et on pourrait plutôt l'ignorer parce qu'il y a tellement peu de chances qu'on soit ce point nous-mêmes. L'enchaînement, d'avoir des petits objectifs, puis faire un petit test pour cet objectif, ça nous permet d'avoir une petite réussite aussi, et c'est toujours satisfaisant, même si, comme on l'a dit juste avant, il ne faut pas que considérer que la réussite est bien. Ça crée une boucle où on avance en fait pas à pas, parce que la vérité, c'est qu'on peut avancer que pas à pas et pas par un bond. L'exemple concret que j'ai maintenant, où je suis en train de faire une mise en page, et j'ai montré quelques petites captures d'écran de ce que j'étais en train de faire. Ça m'a permis de faire des petits tests pour qu'on me fasse un retour dessus. J'étais très satisfait d'un fond que j'avais fait pour cette mise en page, avec la disposition des éléments. Et les gens m'ont dit, ouais, c'est cool, mais ça pète les yeux, quoi. J'étais un peu déçu, genre, non... J'ai fait des corrections un peu dessus, j'ai ajusté et le résultat est mieux. Mais si j'avais attendu la fin de la mise en page et qu'il y a ça qui se produit sur 40 pages différentes, ça me fait beaucoup de travail après et beaucoup de stress parce que c'est fini. Alors que là, j'ai pu le tester tout de suite et du coup, j'ai pu le corriger facilement, sans stress, sans problème. Et il y a d'autres cas où j'ai partagé d'autres captures d'écran où on m'a dit « Ah, mais là, c'est super, vachement bien, ça fait trop plaisir. » J'ai fait un test, mais réussi. Ça m'a apporté une petite victoire qui me motive à continuer puis à avancer. On a plus la sensation, comme tu viens de dire, d'avancer parce que on a une validation. Alors des fois, sur certaines choses, ça peut être une validation interne, juste d'avoir fini quelque chose et puis de le regarder et puis de se dire « Ah si, c'est bien, etc. » Dans le cas de figure que toi tu écris, ça peut aussi être des validations externes, mais ça permet à chaque fois, on sait que j'ai avancé sur ce que je suis en train de faire et je sais aussi que c'est pas quelque chose sur lequel il
il va falloir revenir après. En plus, ça rejoint le point de ne pas avoir peur d'être nul. J'ai quand même toujours un peu peur de ça. Cette petite validation-là, ça me rassure un peu. Je fais, OK, là, je suis pas en train de partir dans une direction où je me rends peut-être pas compte que je suis à côté. Non, on valide le fait que ça, c'est bon, que ça réduit ma peur d'être nul. Ça réduit aussi mon potentiel de paralysie par rapport à ça, de plus savoir quoi faire et de le tester souvent. Ça aide aussi là-dessus. Point suivant, ça va rejoindre un épisode précédent où on parlait de nihilisme. Celui-ci, il parle de nihilisme joyeux, happy nihilism. La supposition, c'est de dire que rien ne compte, y compris le fait que rien ne compte. Exactement. C'est quoi cette boucle récursive? La manière dont Juste elle a écrit cette phrase est très très bien. Le nihilisme, souvent, il est vu uniquement comme la partie nihilisme destructeur, d'une certaine manière. Comme rien ne compte, on déprime, etc. Mais il y a une partie positive au nihilisme, et on avait mis la vidéo de Kurzgesagt, je crois, sur ce sujet dans les notes précédentes. Qu'on peut remettre d'ailleurs dans celle-ci. Je trouve qu'ils font un bon tour de pourquoi c'est positif, en fait, que rien n'a de sens. Mais en fait, là, en une phrase, elle le résume. Certes, rien n'a de sens, mais ça inclut le fait que rien n'a de sens. Très bien, on va juste continuer à faire les trucs qui nous font plaisir. Souvent, le côté rien n'a de sens, par défaut, en tout cas, il est vraiment pris comme un côté... Alors, si rien n'a de sens, l'amour n'a pas de sens, par exemple, donc ça n'a pas d'intérêt. Certes, ça n'a pas de sens en soi, ça n'a pas de but final, forcément. L'univers s'en fiche royalement qu'on aime quelqu'un. Pour autant, cette sensation, elle est réelle. Notre expérience est réelle. Très bien, on va juste être dans l'expérience, alors, au lieu de vouloir mettre un sens à chaque fois. Son exemple est très cool. Qu'est-ce qu'on s'en fout de jouer à Dance Dance Revolution parce que au niveau du cosmos, ça n'a aucun sens de jouer à Dance Dance Revolution. Et la réponse, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout du cosmos? De toute façon, c'est que du vide. Ce vide, il n'est pas aussi fun que Dance Dance Revolution, donc si on s'en foutait, ça n'a aucun sens. C'est pas juste rien n'a de sens, et la vérité, c'est que rien n'a de sens. Non, rien n'a de sens. Vraiment. Même le fait que rien n'a de sens. Est-ce qu'on peut lier ça au point suivant, qu'il ne faut pas sauver le monde? Exactement. J'ai le souvenir qu'on avait cité la prière de sérénité, qu'elle cite aussi. Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. Et donc c'est ça le point critique, c'est qu'on a tendance à vouloir changer des choses qu'on ne contrôle pas, ou des choses potentiellement qu'on peut changer, mais sur des très longs termes. Je le fais aussi rentrer un peu dans cette catégorie de choses qu'on ne contrôle pas tout de suite. Alors que si on a une focalisation sur les choses qu'on peut contrôler, déjà mentalement, c'est beaucoup plus relaxant. Ce qu'elle note dans ce point-là, c'est que souvent les gens qui ont cette concentration sur les choses qu'elles peuvent vraiment contrôler ont plus d'impact sur les gens autour. J'ai vraiment l'impression que c'est vrai. J'ai beaucoup été dans cette logique de sauver le monde ou rien. On n'avance pas quand on pense comme ça. Dès que je me suis mis à plus sérieusement prendre soin de moi-même, je me suis rendu compte que les gens autour de moi faisaient la même chose, en fait. Des fois juste par osmose, sans que je prêche la chose, mais juste que je le fais. Et il y a des gens autour qui se disent « Ah ouais, ça vaut le coup ?» Voilà. Ce que je notais là sur les explications que donnait Nikki, c'est que quand on va se focaliser sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui nous touchent beaucoup, qu'on aimerait faire bouger ou autre, ça devient des préoccupations et c'est un gros moteur à anxiété. Alors que si on accepte que on n'a pas de contrôle dessus, on n'arrivera pas à faire bouger ça, autant ne pas y consacrer de l'énergie, plutôt de la rediriger vers agir localement sur des choses sur lesquelles on a vraiment une influence. Déjà, on la voit, je pense, l'influence qu'on apporte et qui, espérons, sont là pour donner des choses positives, quoi. Comme on voit ce truc positif, c'est satisfaisant. On voit qu'on a pu avoir un impact, qu'on a pu faire quelque chose par rapport à se lamenter de ne pas pouvoir changer le monde, en fait, parce que c'est trop. En se focalisant sur essayer de changer un truc gigantesque qu'on n'arrivera pas du tout à changer, il se passe rien. Alors que si on se focalise sur changer une petite chose à un niveau très local, c'est certes plus petit, mais il s'est quand même passé quelque chose. On a quand même un net gain, même s'il est peut-être minuscule sur le grand schéma global, mais au moins, c'est mieux que rien en fait. Et en plus, on est mieux après que de se faire du mouron pour des choses sur lesquelles on ne peut absolument rien faire. Quand elle dit local, c'est pas forcément la ville ou les choses comme ça. C'est plus dans le sens, les choses un peu dont on a directement un impact autour de nous. À notre portée. Je pense aussi que ça aide sur les très grosses problématiques.
les gens qui ont vraiment changé le monde d'une certaine manière, qui se sont battus pour l'égalité des droits. C'est des très gros changements. Mais la réalité, c'est que les gens qui font ça, ils ont démarré par quelque chose de concret. On se dit pas forcément on va tout égaliser, mais on va s'attaquer à un point précis souvent. Et ce point précis, il va amener un vrai impact en fait, et on va pouvoir attaquer les points suivants, etc., etc. Il y a quand même dans des trucs très globaux, cette nécessité d'aller pas à pas. Cet exemple-là, de commencer sur un truc plus petit qui débouche quand même au final sur quelque chose de plus grand. Je me souviens d'une vidéo de Manon Bril dans C'est une autre histoire sur les femmes qui ont commencé à courir des marathons. Ça a beaucoup alimenté des luttes féministes, mais c'est simplement parti du fait que une femme disait ben non, moi je cours, donc j'aimerais bien pouvoir courir un marathon, puis je vois pas pourquoi ce serait autorisé aux hommes et pas à moi. Son combat, c'était vraiment ça, laissez-moi courir. Et c'est pas d'aller changer le monde complet pour plus d'égalité homme-femme. Non, elle voulait juste courir. Ça, en faisant ça, enclencher des mouvements, voilà, enclencher des réflexions, permis des libérations et tout. Si elle s'était mise en tête de « Ah, je veux changer le monde pour faire que les hommes et femmes soient égales et égaux tout de suite », il se serait peut-être rien passé en fait. C'était même pas son but. Elle a fait quelque chose qui était plus proche des choses qu'elle pouvait faire, hein, parce qu'elle était plus capable d'aller courir que d'aller changer le monde. Et c'est ce qui marche. J'avais pas vu cette vidéo de Manon Bril. Je vais la mettre dans les notes après, mais vraiment chouette. On a traité chacun 5 questions qu'on avait choisies. On va quand même en traiter une 11e surprise, qui est la toute dernière de sa liste. Son dernier point, c'est que vieillir, ça va bien se passer globalement. C'est probablement OK, il n'y a pas de problème. Elle met 2 petites BD. Donc on voit le personnage à l'époque où elle était enfant et quelqu'un qui lui dit d'apprécier sa jeunesse parce qu'après 30 ans, on devient vieux et puis que la vie est quasiment finie. Ensuite, on la voit, elle, qui ouvre une porte qui symbolise le passage à 30 ans. Et derrière cette porte, il y a un champ ensoleillé avec un arc-en-ciel, des fleurs partout, etc., etc. Celle qui a écrit cette BD, elle est américaine, il me semble. C'est Sarah Anderson, pour ceux qui connaissent et qui la suivent. Et j'ai l'impression que c'est une vue ou quelque chose qui est plus dans la culture américaine, cette histoire de dès qu'on passe 30 ans, c'est fini, ou il faut apprécier l'époque où on est au collège ou au lycée, parce qu'après, ça devient l'enfer. T'en as de la chance d'être encore étudiant, d'être encore à l'université. Tu verras après, hein, la belle vie, c'est fini. Bah, je sais pas, non, en fait, la vie est toujours belle après. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai trop entendu, sauf une fois que j'étais plus en contact avec la culture populaire, on va dire, je sais pas. D'un côté, je vois peut-être le point qui est fait, qui est, oui, c'est vrai que l'époque où j'étais étudiant, c'était quand même assez sympa. Mais j'ai pas l'impression, dans mon cas, que ce soit une période qui me manque vraiment, ou que je considère comme mieux. Plus le temps est passé, plus je suis aussi au clair avec ce que j'ai envie de faire, avec les choses qui me motivent. Avant d'être vraiment vieux, il faut quand même atteindre un certain âge. Et même, je connais des gens de 100 ans qui vivent chez eux et qui n'ont pas besoin d'aide pour leur vie quotidienne. Donc non, je pense que c'est bon, tout va bien. En dehors du fait qu'il y a plus ou moins de facilité physique et de santé physique par rapport à ce qu'on a fait, sa satisfaction, est-ce qu'on est bien ou pas, c'est pas une question d'âge en fait. On peut effectivement même être peut-être plus limité en termes de mobilité ou de santé, mais quand même avoir une vie qui est bien. C'est un cliché ça d'ailleurs, on est jeune dans la tête, je crois, ou quelque chose de ce type-là, où la jeunesse c'est quelque chose dans la tête. Il y a une réalité à ça, qui est que les personnes qui vieillissent bien, c'est quand même souvent des gens qui, j'ai l'impression, se sont pas pris la tête sur le fait qu'ils vieillissent. Ça me paraît être un bon plan de le faire. Tous les clichés ne sont pas forcément faux. C'est un peu un cliché de dire oui, mais être jeune, c'est aussi être jeune dans sa tête. Bah là, pour le coup, c'est pas faux, je pense. Pour finir, de quoi on parle la prochaine fois? Eh ben, la même chose, mais avec quelqu'un qui a passé 40 ans. Marrant de voir peut-être les différences avec, entre guillemets, 10 ans de plus. Hein. C'est pas la même personne, mais est-ce que le point de vue d'une personne qui a 40 ans change beaucoup? Est-ce qu'il y aura des similitudes? D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. tâche-2-t.fm. De là, il y a notre compte Mastodon, compte Twitter, les liens vers tous les anciens épisodes, le lien vers YouTube aussi, puisqu'on publie aussi les épisodes là-bas. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en
parler autour de vous. Et puis on se retrouve dans quelques semaines pour plus de conseils, astuces, morceaux de sagesse de personnes âgées. Allez, à bientôt. À bientôt. Dans un de ces deux comics, ce qui est un peu rassurant sur j'ai X âge et du coup j'ai encore rien fait d'important de ma vie, voilà. Ouais. Ça rappelle que Tolkien n'a pas commencé à écrire Le Seigneur des Anneaux avant d'avoir 45 ans, donc bon, malgré tout, ça a bien réussi, alors que ça a été commencé sur le tard.